Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, bienvenue sur Sud Radio pour parler rugby. 1 heure pour faire le bilan de ce samedi complètement fou. En top 14 bien sûr, à la Coupe du Monde féminine avec des Anglaises qui ont été sacrées. Et puis on va se projeter également sur le derby du soir. Toulouse-Castres, les invités seront là, les commentaires bien sûr, les analyses. Et vous au 0826 300 300. C'est parti pour 1 heure avec Jean-Baptiste Elissal. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe Sud Radio, Cyprien, Quentin, Cabani, Cyprien Bétou, Quentin et tout le monde est là bien sûr. Et puis Jean-Baptiste Elissal qui est dans le vent Rochelet. Salut Jean-Baptiste. Bonsoir à tous, il fait très beau ici. Voilà, mais donc il peut faire beau et avoir du vent, Jean-Baptiste, surtout à La Rochelle. 10 km/h au sud-ouest. On parle pas de ta vitesse. Hein. Voilà. Mais voilà. Jean-Baptiste, on va revenir quand même sur les résultats de cette journée de top 14. Cyprien, on va les rappeler pour ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio, qui n'étaient pas avec nous depuis le début de notre après-midi. En effet, ça a commencé à 14h30 avec la victoire du Stade Français face à l'Union Bordeaux-Bègles à domicile 28-7. Victoire ensuite dans le multiplex du Racing 92 face à Clermont 43-31. Victoire de Pau bonifiée 40-15 face au Loup. Pau qui est en tête actuellement du classement. La Rochelle-Perpignan, victoire bonifiée également de La Rochelle face à Perpignan qui n'a toujours pas gagné un seul match. Les Perpignanais ont fini avec Montauban-Montpellier, et match nul, 22 partout, et les premiers points des Montalbanais dans ce championnat. Ouais, au classement, c'est Pau qui est devant Cyprien. Rapidement, juste le top 6 peut-être, et puis le bas du classement. Ça fait Pau, premier 14 points, le Loup 13 points, deuxième, Racing 92 troisième avec 12 points, quatrième et cinquième La Rochelle Stade Français avec 10 points chacun, 6e Bordeaux-Bègles avec 9 points, et en bas du classement Montauban est 13e avec 2 points, et toujours Perpignan 0 points dans ce championnat, ils sont donc 14e. Voilà, un mot sur le rugby international, la Coupe du Monde féminine, les Anglaises sacrées devant leur public à Twickenham. Ouais, en effet, elles sont sacrées, les Anglaises, elles ont battu le Canada assez nettement, mine de rien, avec une victoire 33-13, les Anglaises qui ont battu donc ce Canada devant à Twickenham, devant un record de personnes et de spectateurs à Twickenham. Les Françaises, elles, se sont inclinées pour le match pour la 3e place face à la Nouvelle-Zélande, 42-26. Elles finissent donc 26e. Et dans le Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande a gagné ce matin face à l'Australie 33-24. Il reste 2 minutes dans l'Afrique du Sud-Argentine, et les Africains du Sud, les Sudaf, ont accéléré très nettement, 60-30 à 1 minute de la fin. Oui, et sachant que les Argentins menaient à la mi-temps, je crois 23-15 ou quelque chose comme ça. Jean-Baptiste Elissal, un résultat à retenir. Alors moi je vais t'aiguiller tout de suite, c'est quand même, saluons-le, les premiers points de Montauban. Voilà, c'est toujours la question du match nul. À la 80e, 79 et quelques, il venait d'inscrire les points nécessaires pour remporter leur premier succès. Et puis un renvoi mal négocié, et c'est Montpellier qui arrache le nul. Voilà, c'est des points, c'est une victoire qui s'est échappée, c'est des points perdus. Comment tu l'analyses, toi ? Ouais, j'allais dire la même chose que toi, François. Montauban qui a loupé le coche, une belle action à la 68e minute. On avait parlé de jeu au pied offensif, ils l'ont bien fait, ils ont poussé Montpellier dans les cordes. Et sur la contre-attaque qui a suivi, il s'en est fallu d'un petit en avant de 30 cm, un ballon tombé. Sinon, le numéro 8, Montalbanais, partait entre les poteaux et le match était plié. Et ça va faire partie de leur expérience. C'est-à-dire que même quand il reste quelques secondes, il faut être très attentif. J'ai vu que sur le renvoi, ils étaient mal positionnés, que leur entraîneur criait pour les positionner. Bien évidemment que Montpellier allait taper à la récupération, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont récupéré le ballon, et quelques minutes plus tard, il y a eu cet essai après un pilonnage Montpellier sous les poteaux. Donc pour moi, c'est plus un match nul qui tend vers la défaite, malheureusement. Voilà, ce sont 2 points perdus selon toi pour côté Montauban. On va parler dans un instant de la victoire du Stade Français face à l'UBB. Paul Gabriac sera avec nous, mais restons sur ce bilan du multi, et notamment quand même le succès bonifié de Pau aux dépens de Lyon. Pau leader ce soir, hein. Pau, c'est ce qu'on a dit, c'est de plus costaud devant que les autres années. Ça a toujours des pas derrière. Je me rappelle que dans la première émission, on parlait de jeunes à suivre.
Broboiry au milieu du terrain, c'est pas mal du tout. Alors ils ont perdu Atisogme, mais il y a quand même des pattes derrière, c'est assez complet. J'ai trouvé cette équipe paloise très entreprenante. Bon, des Lyonnais en grande difficulté défensivement, mais certainement dû à une bonne attaque paloise. Ouais, une bonne attaque paloise, on rappelle 40-15 et succès bonifié. Que dire de ces Rochelais qui ont démarré quand même, on va dire, en deuxième mi-temps? Ils sont un peu diesel, là, tes Rochelais, Jean-Bas. C'est à cause du vent. Ouais, je les ai vus. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, La Rochelle est en pleine mue au niveau du rugby. Ils essaient de produire beaucoup plus. Et qui dit production dit beaucoup plus de passes, beaucoup plus de offload tentés et donc beaucoup plus de scories. C'est ce qui s'est passé. Ça peut paraître un peu brouillon. Je pense que La Rochelle ne doit quand même pas oublier son jeu axial et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils s'en sont sortis avec 4 essais marqués par les avants, près des lignes, mais même dans le cœur du jeu, au milieu du terrain, je pense qu'ils pourraient en remettre une couche au milieu, dans l'axe, pour resserrer un peu les défenses. Ils vont très vite sur les extérieurs, trop vite à mon goût. Donc voilà, un peu brouillonnasse, mais il faut pas qu'ils lâchent le morceau parce que pour produire ce rugby-là, il faut en passer par là et accepter un peu le déchet. Voilà, 18 turnovers concédés côté Rochelais. C'est peut-être la stat qui vient éclairer tes propos. Mais qu'est-ce que tu retiens quand même de ce Racing qui enchaîne une 3e victoire consécutive? On en parlera demain avec Patrice Colazo qui sera avec nous dans Au cœur de la mêlée, l'émission du dimanche à 18h. Mais là quand même, c'est un succès significatif, hein. Oui, significatif. Je crois que Montferrand les a beaucoup aidés, notamment à chaque fois qu'ils ont marqué des points sur leur sortie de camp et les ballons sur les coups d'envoi, 2 mal gérés avec 2 essais cadeaux pour le Racing. Mais malgré tout, le Racing, sûr de ses forces, en train de se faire un petit collectif. Et ce qui avait été annoncé, qu'on n'avait pas vu au premier match à Lyon, mais ce qui avait été annoncé dans les médias par Patrice et leur président, avec une équipe avec beaucoup moins de stars, entre guillemets, de non-clinquants, mais un collectif plus fort. Et on est en train de le percevoir puisque même quand ils ont été poussés dans les cordes par Montferrand, ils ont réussi à revenir, à remarquer à chaque fois. Et on en parlera demain avec Patrice, un numéro 10, Blagnaquet. Il est intéressant. Vraiment plus qu'intéressant. Alors, de par son rugby, mais aussi, et j'en demanderai un peu plus à Patrice demain, par sa posture. J'ai l'impression que c'est un futur chef. En tout cas, le petit, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'il est dans le trafic et il parle aux mecs autour de lui comme s'il était là depuis 15 ans et ça me plaît. Et ça te rappelle quelqu'un surtout. Voilà, si je peux me permettre. Jean-Baptiste Elissalde avec nous, bien sûr, pour débriefer ça. On en reparle donc du Racing avec Patrice Colazo qui sera notre invité demain. Notre invité dans quelques secondes, c'est Paul Gabriag, le capitaine du Stade Français, 2e ligne internationale et auteur d'un essai. C'est pas tous les jours, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit avec nous sur Sud Radio. Allez, on en parle dans un instant. Le Stade Français a le sourire ce soir et on va recevoir donc son capitaine. Restez avec nous. François Trio. Au cœur de la mêlée, tous les samedis soirs, on est ensemble de 19h à 20h et le dimanche soir de 18h à 19h. Jean-Baptiste Elissalde, notre consultant Sud Radio, est avec nous, bien sûr. Cyprien Bétou, Quentin Cabanis, toute l'équipe Sud Radio est là. Vous aussi également au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus au standard. On est ravis d'accueillir le capitaine du Stade Français avec nous en direct par téléphone, Paul Gabriag. Salut Paul, bonjour, merci d'être avec nous. Salut Paul. Merci. Ouais, j'imagine. Bonjour à tous. Ouais, j'imagine qu'il y a du sourire ce soir. 28-7 face à l'UBB. Forcément, après un déplacement difficile à Lyon, il y avait eu, on va dire, quasiment les ingrédients pour une victoire. Et puis finalement des erreurs et des approximations qui vous avaient mené vers la défaite. Mais celle-là aujourd'hui, elle est nette et sans bavure. Il y avait quoi? Du soulagement dans le vestiaire, de la joie? Raconte-nous un petit peu, Paul. Non, beaucoup de joie. Je pense que sur le contenu était vraiment bon, notamment sur l'état d'esprit. Comme vous l'avez dit précédemment, à Lyon, ça passe pas loin. La pièce, elle tombe pas de notre côté, mais on n'est pas loin. Et sur les détails, on perd. Mais l'état d'esprit était déjà là le week-end dernier. Et voilà, si on met les mêmes ingrédients chaque week-end avec un paquet avant qui a été encore conquérant, et ça fait plaisir. On sera pas loin d'aller arracher quelque chose à l'extérieur. Et puis là, à domicile, bien sûr, voilà, ça fait plaisir. C'était un gros rendez-vous. On devait gagner, sortir de défaite à l'extérieur. Donc non, ça fait plaisir. Voilà. Tout le monde avait le sourire, tout le monde était content à la fin du match, bien sûr. D'autant que le stade en plus était plein aujourd'hui à Jean-Bouin et pour un match qui se jouait à 14h30. Jean-Baptiste Elissalde, de notre consultant Sud Radio, est là. Jean-Bas, j'imagine que tu as des questions pour Paul parce que tu le connais et tu as dû être quand même intéressé par la performance du Stade Français.
Oui, intéressé parce que on ressort pas indemne d'une saison comme l'année passée et aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils retrouvent un peu les forces qu'ils ont eues il y a 2 ans, c'est-à-dire une bonne conquête, une bonne défense, une bonne occupation, ce qui en top 14 est la base et le SMIC pour pouvoir faire des résultats. Et en plus de ça, il y a un peu plus de vie. J'ai l'impression qu'ils se trouvent un peu mieux, comme il l'a dit, Paul. Ça a été pas loin la semaine dernière à Lyon. Ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu 3-4 gestes qui les a punis, mais ils se sont pris les pieds eux-mêmes dans le tapis. Et donc ça prend forme. Je félicite Paul pour son travail de l'obscur toujours. C'est des garçons qui sur le terrain sont très importants. Alors on les voit pas briller, hormis aujourd'hui avec cet essai. Bravo Paul. Et quel essai! Félicitations à toi. Quel essai magnifique. Et voilà. Et je le félicite. Je félicite aussi Paul pour l'année dernière. Alors vous allez me dire, mais il est fou Jean-Baptiste, parce qu'on n'a pas été bon l'année dernière. Mais parce que Paul est fan du PSG, ils ont fait une grande saison. Champion d'Europe. C'est bon ça. Ouais. Réaction quand même de Paul, parce que Jean-Baptiste, vous êtes croisé à la Coupe du Monde, il me semble, au Japon en 2019. Non, c'est gentil, ça fait toujours plaisir. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas croisés, mais après voilà, le rugby, on se recroisera sûrement sur des top 14. Mais mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, je rejoins ce qu'il a dit, c'est top 14, c'est le minimum, c'est-à-dire la conquête, la défense, l'occupation, mais je pense aussi dans notre jeu d'attaque, quand même, on voit beaucoup plus de choses. Il y a des choses intéressantes. Aujourd'hui, il y a, il me semble 4 essais. Alors, faut que je revoie, j'ai pas encore vu le match, mais il y a 4 essais qui sont pas validés pour nous. Mais voilà, ça se joue pas grand-chose et on a mis quand même beaucoup d'essais. Ça fait plaisir de retrouver ce visage, notamment à domicile. Ouais, et comme vous avez dit précédemment, dans un stade plein, ce qui est pour nous, ça arrive pas tous les jours. Donc oui, on était content aussi de rendre un peu au public. Le fait qu'il y ait du monde, ça faisait plaisir. Ouais. Cyprien Bétou avec Paul Gabriac, notre invité dans Au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Paul, on a parlé de la saison dernière compliquée, mais surtout il y a certaines individualités qui avaient été pointées du doigt. Ces joueurs, en ce début de saison, ils sont au rendez-vous. On pense notamment à Louis Carbonel et Yohan Tanga. Comment, en tant que capitaine et leader d'un groupe, tu arrives à les remobiliser? Comment tu les sens également au sein du collectif? On a l'impression que ça y est, ils ont enfin commencé leur aventure parisienne cette saison, pour ces 2 joueurs en tout cas. C'est des joueurs qui ont de l'expérience, ça fait longtemps qu'ils jouent en top 14, c'est des grands garçons, hein. Ils n'ont pas besoin, ils savent très bien. Non, je suis très très content pour eux. Ils font un gros début de saison. Après, il y a que 4 matchs, donc voilà, on va voilà, c'est notre début de saison, ça fait 4 matchs, donc il reste encore beaucoup de matchs. Mais non, je suis très très content pour eux et voilà, ils travaillent dur les deux et ça fait plaisir. Ils le méritent, franchement, ils le méritent. Pas d'enflammade, en tout cas côté parisien. Non. Voilà. On est à 4 matchs, 4 journées. Quand tu auras, regarde, faut regarder tous les matchs de top 14. C'est la guerre tous les week-ends et d'un week-end à l'autre, tu peux vite, attention. Ouais. Prudence. Jean-Baptiste, est-ce que tu vois, tu nous parles, Jean-Baptiste Elissal, du jeu de La Rochelle qui change. Est-ce que tu vois quand même des signaux aussi d'un dégel entre guillemets du Stade Français qui était plutôt réputé pour son état d'esprit, sa mêlée, voilà, mais pas trop derrière. Là aujourd'hui, on a vu des choses quand même avec un Dakou Waka qui est quand même toujours dur à maîtriser. Hein. Ah, tu l'as dit, Bouffi. En effet, il y a 2 ans, le Stade Français a fait une grande saison sur la dépossession, la défense et son paquet d'avant. Ils sont arrivés en demi-finale, qui perdent sur une transformation à Bordeaux. L'année dernière, qu'est-ce qui se passe? Quel hic? Je sais pas, peut-être un peu d'autres instabilité dans le club, notamment au niveau du staff, etc. La saison est sans. Et cette année, repartir comme ça, en gardant ses bases et avec cette ambition, c'est sûr que c'est une bonne chose pour le Stade Français. Maintenant, être très costaud à domicile, c'est bien, mais il va falloir s'exporter mieux et essayer d'aller. Alors, en effet, on le répète, pas passer loin à côté de Lyon, mais il va falloir vraiment faire un gros coup à l'extérieur, voire 2, pour se mettre dans le haut du tableau, avoir un peu plus de tranquillité et travailler, je dirais, de manière un peu
plus relâché, parce qu'en attaque, tu as besoin de confiance, tu as besoin de te trouver, et quand tu es relâché, c'est beaucoup mieux. Donc il faut vite qu'il fasse un résultat ou deux à l'extérieur pour pouvoir se projeter dans un jeu encore un peu plus ambitieux, mais vraiment ça prend forme, c'est bien. Ouais. Paul, c'est ça vous attendez ce déclic à l'extérieur, le prochain match à Perpignan, je crois. C'est ça. Des points à l'extérieur, et chaque point est important, et oui, tu auras besoin de victoire à l'extérieur, que sinon à chaque fois ça remet ton truc à domicile où tu as l'impression de jouer le match couperé, et comme ça a été dit, donc tu as besoin de confiance, et après voilà, tu veux plus relâcher, les choses viennent plus facilement, et tout est plus facile, et c'est sûr qu'à l'extérieur, voilà, faut garder un peu cet état d'esprit, et à un moment donné la pièce ça va tourner du bon côté. Cyprien. Oui, en effet, le staff a un peu bougé ces derniers mois pour vous, Paul. On a l'impression que là, il y a un peu de cohérence. Tu l'avais fréquenté en tant que coéquipier sur sa fin de carrière, Rory Cocotte. Qu'est-ce qu'il apporte également au niveau, lui qui est devenu entraîneur de la défense? Aujourd'hui, en tout cas face à Bordeaux, on a vu des vagues roses monter en défense, qui lâchaient rien, qui mangeaient les chevilles et les mollets. Vous le ressentez à l'entraînement, l'intensité de ce joueur, Rory Cocotte? Ouais, ben vous connaissez le personnage, c'est un personnage. Après c'est un acharné de travail, c'est-à-dire que il va t'envoyer des clips vidéo par message le soir. Il essaye de regarder le maximum de choses et de te donner un peu tous les petits ingrédients que le week-end après ça sera plus facile de te faciliter la tâche le week-end. Donc il nous donne le maximum d'informations la semaine. Franchement, il s'envoie terrible. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis c'est quelqu'un d'entier. Voilà, sa personne n'a pas changé. Il est ce qu'il est. Et voilà, c'est le personnage. Et franchement, il donne tout. Ça fait plaisir. Juste, il peut plus parler aux arbitres. C'est plus simple. Voilà, ça apprécie toujours. Ouais. Juste maintenant qu'il peut plus parler aux arbitres, c'est plus simple pour toi qui es capitaine, quoi. Ouais, bon, ça dépend. Oui, c'est bien. Ouais, il a envoyé. Là, marrant, c'est que là, voilà, ils l'ont mis en tribune, quoi. Bon, ils l'ont pas mis dans le terrain, quoi. On prend pas de risque. Les clips, ils les envoient, mais est-ce que tu les regardes? Bien sûr, ah oui, non, bien sûr. Non, mais pour tout le monde, à tout le monde. Hein. Il parle de la même façon à tout le monde, il les envoie à tout le monde, et il veut vraiment qu'on progresse. Il s'envoie terrible, ce que j'ai dit, franchement, ça fait plaisir. Quelqu'un qui donne tout, t'as envie de lui rendre après le week-end. Voilà, comme sur le terrain, voilà. Quentin Cabanis avec Paul Gabriel. Ouais, bonsoir. Moi, j'ai une question. Du coup, maintenant, il y a Morgan Parra, il y a Rory Cocotte. Vous avez récupéré Kier Barlow. Est-ce que tu arrives à en placer une dans le vestiaire? Oui, non, mais c'est bien aussi. C'est bien d'entendre différents sons de voix, pas toujours la même personne qui parle. C'est important qu'il y ait plusieurs leaders. Donc oui, là on a quand même on a des messieurs qui ont joué neuf, donc ils pigent bien le truc. Donc non, c'est important pour le groupe. Ouais. Attention parce que les neufs, on en a un nous consultant. Voilà, ça parle beaucoup, Jean-Baptiste. Voilà, même si là, je trouve que tu restes quand même très discipliné. Ouais, il est impressionné. Ouais. J'écoute. Je peux pas vous couper la parole à chaque fois, mais en effet, quand t'as Morgan Parra avec le caractère qu'on lui connaît, d'ailleurs son surnom c'est la ronce, et Rory Cocotte le casse, vous voyez ce que je veux dire, on va dire, de service, sachant qu'ils sont chapeautés tous les deux par Paul Gustard, qui est un entraîneur avéré de la défense au départ et très bon dans ce domaine-là. Je pense qu'en effet les semaines elles sont animées et puis c'est bien, ça met un peu de vie et on a toujours besoin de plus petits que soi pour s'en sortir, donc les mêlées sont là pour ça. Voilà, et c'est vrai quand même que Paul, signalons-le, si on élargit un petit peu, que tu as prolongé ton aventure avec le Stade Français, qui outre le PUC, ton club formateur, sera à 32 ans. On peut penser que ça sera ta dernière, sauf si tu vas continuer. T'as re-signé pour combien de temps? 2 ans, 3 ans? Non, 2 ans. Sincèrement, je me projette pas. C'est impossible de se projeter, c'est compliqué. Le championnat est dur, donc tu sais jamais. Donc là, profiter, se donner à fond à chaque match, et puis voilà, profiter jusqu'au bout, et on verra bien quand ça s'arrêtera. Ouais, c'était ton 8e essai en top 14 cet après-midi, un bel essai, comme le décrivait Jean-Baptiste. Voilà, est-ce qu'il y avait une touche un peu puciste dans cet essai aujourd'hui?
Non, c'est anecdotique, ça. Voilà, fallait être là au bon moment. Là, ça s'est passé comme ça, donc voilà. Mais non, je m'en fous de marque ou pas. Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Ouais. C'est vraiment ça le plus important. Et elle a bien gagné, effectivement. Prochain déplacement, on le disait, à Perpignan, et ensuite c'est réception de La Rochelle. De La Rochelle, exactement. Aller à Perpignan alors qu'ils sont à 4 défaites de suite, c'est pas vraiment un cadeau pour les joueurs du Stade Français. Ouais, Paul. Oui, non, bien sûr. Tous les week-ends, c'est attendu. Et non, c'est que c'est pas un cadeau. On connaît l'ambiance des Mégiral et on sait qu'on va être attendu. Après, à nous aussi de lever le curseur et voilà, ça sera. On a les cartes en main aussi. Faut pas toujours regarder les autres. Faut se concentrer sur soi et on peut le faire. Bon, en tout cas, on te souhaite une belle soirée puisque je crois que le PSG joue. Donc voilà, PSG face à Auxerre. Je ne sais pas si c'est au programme de ta soirée, Paul, mais en tout cas, c'est voilà pour aller voir donc voir le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé aussi. Tout à fait. Exactement. Voilà, on profite bien en tout cas de ta soirée et de ces moments quand ils sont bons après une belle victoire 28-7 face à l'UBB. Merci Paul. Gabriag, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio, le capitaine donc du Stade Français victorieux aujourd'hui. On se retrouve dans un instant, toujours avec Jean-Baptiste Elissal, toujours avec toute l'équipe Sud Radio, avec vous au 0826 27 300 300 0826 300 300 0826 300 300 c'est le même depuis 8 ans. Carton bleu pour commotion pour François. Ça fait que 8 ans qu'il est là finalement. Ouais, à force de le dire. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, pour revenir sur toute l'actualité rugby, on a évoqué le top 14 depuis la fin du multi il y a 1 heure, et bien sûr avec vous les auditeurs, avec les supporters, avec les acteurs. Paul Gabriag était avec nous. On revient également sur les faits marquants de la semaine, et cette semaine on a appris le décès accidentel d'une des figures du rugby français, du rugby dacquois et toulousain également, Jean-Louis Béraud, mort à 78 ans, ancien demi d'ouverture et demi de mêlée du 15 de France, du Stade Toulousain et de l'US Dax, patron également des termes Béraud à Dax, et qui nous a quitté donc c'était mardi. Pour en parler sur l'antenne de Sud Radio, je suis ravi de les accueillir. Pierre Villepreux qui est avec nous, son ancien coéquipier en bleu également au Stade Toulousain. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et Raphaël Ibanez, bien sûr, qui a commencé sa carrière avant de porter le maillot du 15 de France à l'US Dax, bien sûr, et 98 sélections, 3 Coupes du Monde, et bien sûr qui était le capitaine de Pierre en bleu. Bonsoir Raphaël. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous. Pierre, honneur au plus ancien de vous deux, de nos deux invités sur Sud Radio. Pierre, parce que c'est vrai que, ou au plus expérimenté, on va dire. Pierre, parce que c'est vrai que tu as perdu un ami, un coéquipier. Tu le disais dans la presse cette semaine, Jean-Louis Béraud, vous étiez les associés. C'est comme ça qu'on vous appelait au Stade Toulousain. Oui, on nous appelait comme ça parce que sur le terrain, on se cherchait tout le temps. Et on essayait toujours des trucs un peu novateurs, quelquefois à risque, parce que Jean-Louis était sur le terrain un homme libre qui aimait le rugby, mais qui aimait la vie, et ça se traduisait chaque fois par des idées, des novations ça nous a réunis, si bien que Jean-Louis était mon ami sur le terrain, mais aussi mon ami dans la vie, puisque il était aussi le parrain de ma fille. Voilà, Jean-Louis Béraud, qui est disparu en début de semaine. Raphaël Ibanez, pour toi, forcément, j'imagine que c'est une nouvelle qui a dû te bouleverser, parce que c'est quelqu'un qui, à Dax, en tout cas dans l'univers dacquois, a énormément compté, et même à toi personnellement, Raphaël. Oui, c'était notre président, la figure tutélaire du club. Je dirais même une sorte de figure paternelle, car il a toujours veillé sur les jeunes joueurs que nous étions. Il me semble qu'il nous rendait plus intelligents par ses propos, par son regard sur le jeu. C'est vrai qu'il s'interrogeait aussi constamment sur la pérennité du club à l'aube du professionnalisme. Ça le tourmentait parce qu'il cherchait cet équilibre entre la performance, le maintien au haut niveau et ce côté familial presque clanique qu'il a affectionné vraiment dans le rugby.
Oui, et puis sur les innovations, Pierre, dont tu parlais en tant que joueur, vous avez joué une dizaine d'années au Stade Toulousain à peu près ensemble? Oui, une dizaine d'années, oui, ensemble. Il était très jeune, Jean-Louis, puisqu'il avait passé le bac, moi je faisais mes études, et donc on s'est retrouvés dans ce club qui avait tout à montrer, tout à prouver, et ça a bien marché parce qu'on a eu quand même quelques bons résultats. Alors quelquefois il joue à l'ouverture, mais le plus souvent à l'ouverture, et d'autres fois à la mêlée. On a fait même la finale de 69 avec lui comme demi-mêlée et moi comme demi d'ouverture. Je vous le dis de suite, on a été nuls, mais enfin on a certainement perdu la finale à cause de nous. Ouais. Mais enfin, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ce n'était que du rugby, mais l'innovation dont tu parlais, Pierre, au sujet de Jean-Louis, c'est justement cette évolution au poste de 9 et de 10. À l'époque, c'était plutôt rare quand même. Oui, c'était rare d'avoir une polyvalence. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. On peut jouer un peu à tous les postes. Certains joueurs peuvent jouer à plusieurs postes. Mais à l'époque, c'était pas courant. Un demi de mêlée, rester un demi de mêlée, un demi d'ouverture, rester un demi d'ouverture. Ça, ça a été un peu bouleversé à cette époque-là, y compris en équipe de France, puisqu'il a fait la tournée en 68 en Nouvelle-Zélande. Et il a été pris comme demi de mêlée. D'accord. Et après, c'est vrai qu'on a revu, et c'est souvent, d'ailleurs, on a associé un peu quand Fred Michalak était 9 et 10 aussi en équipe de France. C'est vrai que le précédent, c'était Jean-Louis Béraud qui avait cette polyvalence. Raphaël Ibanez, tu en parlais aussi de ce côté paternaliste de Jean-Louis Béraud pour notamment les anciens joueurs de Dax, notamment sur la reconversion. J'ai une image, moi, en tête, où il me semble que tu annonces ton départ de Dax ou la fin de ta carrière. Dans la fin de ta carrière, tu es avec Jean-Louis. Et pourtant, tu n'étais plus à Dax. Oui, parce qu'en fait, j'appréciais énormément sa personnalité, son regard aussi sur l'évolution du jeu était très pertinent, et ça a occasionné parfois de longues et belles discussions à ce sujet dans son bureau des termes. Je vivais ces moments en tête-à-tête comme une chance, comme un privilège, parce que c'est vrai qu'à l'heure où l'on cherche parfois le bon mot pour faire le buzz, où on se délecte des déclarations fracassantes, en fait, Jean-Louis, lui, était fait de dignité, de respect et surtout de grande écoute. Donc je pense que c'était vraiment une source d'inspiration pour nous tous. Et effectivement, à certaines grandes occasions de mon parcours, je tenais absolument à ce qu'il soit à mes côtés. Donc on essaiera cette fois-ci d'être à ses côtés lundi lors de la cérémonie. Ouais, lundi lors de ses obsèques, bien sûr. Et cet hommage que nous rendons aujourd'hui sur Sud Radio, c'est aussi une forme de pensée pour sa femme Arlette et ses enfants, bien sûr, et tout le rugby d'Aqua, le rugby toulousain aussi, Pierre, parce que c'est vrai qu'il est un représentant de ce qu'est aujourd'hui le rugby du Stade Toulousain. Il est un représentant, oui, et lundi, à ses obsèques, seront présents tous les joueurs qui ont joué ce final en 69, qu'on a perdu. Mais tous ceux qui sont encore là, eh bien, seront présents pour lui rendre un vibrant hommage, parce que Jean-Louis était apprécié de tout le monde, et nous avons créé une association des anciennes 69, nous nous réunissons tous les ans, et Jean-Louis tous les ans était là pour rencontrer ses copains, ses amis, et je crois que ce sera lundi très émouvant pour nous. Effectivement, émouvant aussi, Raphaël, toi qui es toujours connecté à Dax et à cette partie des Landes qui est très rugby, émouvant aussi pour la ville de Dax, parce que on va dire la personnalité de Jean-Louis Béraud, elle dépassait le cadre même du rugby dans ton coin. Oui, parce qu'avec toujours autant de tact, de recul, cette prise de hauteur qui le caractérisait, eh bien, elle a forcément eu une influence dans l'activité de la cité, et c'est quelqu'un effectivement qui va manquer, parce qu'il y a ce regard, ce sourire, cette douceur aussi dans sa capacité à écouter tous les acteurs de la vie dacquoise, qui en fait doit être une source aussi je pense, d'énergie positive pour cette cité.
Effectivement, Jean-Louis Béraud, donc, qui nous a quitté mardi, accident de chasse. Sa passion, il disait, Pierre, qu'il avait quitté le Stade Toulousain pour aller à Dax parce qu'il y avait la chasse. C'était une passion. Oui, c'était un peu vrai. Hein. Il n'y avait pas que ça. Bon, le fait d'avoir créé Béraud Terme, quand même, a été sa première motivation, je dirais. Après, qu'il soit revenu à ses amours peut-être d'enfance, la chasse, certainement. Alors, je me dis que cet accident, c'est pas banal. Je suis allé avec lui sur le lieu où ça s'est passé et je dois dire que c'est consternant et dramatique, quoi. Voilà, et voilà, brutal et violent. En tout cas, je vous remercie, Raphaël Ibanez, Pierre Villepreux, d'avoir rendu hommage à Jean-Louis Béraud, grand monsieur du rugby français. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, et c'est pour ça que je voulais vous avoir, les jeunes qui voient 21 sélections, oui, ça paraît pas énorme, mais à l'époque, Pierre, et c'est peut-être un mot de conclusion, ça équivaudrait quoi, à 60 ou à peu près aujourd'hui, parce que vous jouiez beaucoup moins. Évidemment, parce qu'à l'époque, on avait une sélection. Si on rentrait sur le terrain, si les remplaçants n'avaient pas de sélection, on jouait peu de matchs. On jouait le tournoi des 5 Nations, ça faisait 4 matchs, et une fois tous les 2 ans, une tournée. Voilà. Alors, on pouvait pas, il n'y avait pas des coupe du monde, on pouvait pas cumuler les sélections. Mais quand on restait quelques années en équipe de France, ça voulait dire qu'on représentait quelque chose. Tout à fait, comme ça a été le cas de Jean-Louis Béraud, puis les matchs du mercredi sur ces longues tournées de 2 mois et demi qui n'étaient pas recensés et comptés comme des sélections. Merci Raphaël Ibanez d'avoir été avec nous. La cérémonie, c'est lundi du côté de Dax, donc pour Jean-Louis Béraud. Pensez, hommage à ce grand monsieur, à sa famille, voilà, pour tout ce qu'il a accompli au Stade Toulousain, à Dax et au 15 de France, dans le 15 de France. Merci Pierre, merci Raphaël, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio, et ravi de vous avoir eu ce soir. À très bientôt. Merci. À bientôt. On va se retrouver dans un instant, bien sûr, pour continuer à parler, Cyprien, des autres matchs de top 14. Il y aura Toulouse face à Castres ce soir. Peut-être qu'on peut rappeler les résultats pour ceux qui nous rejoignent et qui nous ont pris en cours d'émission. J'ai pas fait réagir quand même Jean-Baptiste sur le côté 9-10, mais je le ferai en entier. On rappelle les résultats et après je ferai bien sûr réagir Jean-Baptiste. Cette 4e journée a commencé à 14h30 avec la victoire du Stade Français 28-7 contre l'Union Bordeaux-Bègles. Ensuite, dans le multiplex, on a vu la victoire bonifiée de La Rochelle 31-8 face à Perpignan, la victoire du Racing face à Clermont 43-31. Autre victoire bonifiée, c'est la section paloise face au Loup 40-15, et Montauban qui inscrit ses premiers points dans ce championnat de top 14. Match nul face à Montpellier, 22 partout ce soir à 21h. Toulouse, Castres, le derby. Ouais, on va en parler bien sûr. Jean-Baptiste, juste quand même rebond sur ce qu'on s'est dit, et notamment cet hommage rendu à Jean-Louis Béraud sur la polyvalence 9-10. C'est vrai que c'était plutôt rare. Toi, tu as été avec Fred Michalak, vous avez été ceux qui l'ont un peu relancé dans le rugby moderne, mais pendant très longtemps, on était ou 9 ou 10. C'est vrai, et sachant qu'en plus le rugby français tournait beaucoup autour des paquets d'avant, où le 9 avait une grande importance, donc quand on positionnait un garçon à cet endroit-là, et bien on l'y laissait. Et puis depuis quelque temps, on s'aperçoit que des garçons comme Serin, Dupont, Michalak, Elissalde, Yachvili et bien d'autres sont capables, ont commencé numéro 10, ont fini numéro 9, sont repassés numéro 10, parce que quand tu joues les 2 postes, et bien tu comprends tout de l'autre. Tu sais quand t'es 10 à quel moment ton 9 va te transmettre les ballons et aux bons endroits, et inversement, quand t'es demi de mêlée, tu sais à quel moment ton 10 les veut. Et c'est un bel apprentissage de passer aux 2 postes, parce que une fois que tu y as pratiquer à ces 2 endroits, tu comprends tout des rouages de la charnière, et surtout des momentum d'une équipe de rugby, voilà, tant sur le point stratégique que tactique, etc. Donc en effet, c'était des précurseurs, c'était des pionniers pour le Stade Toulousain en 69, et j'ai perçu à travers notre famille, mon grand-père et mon père, quelques vidéos de ces joueurs-là. Il y en avait très rarement, mais je les ai regardés, et c'est vrai que c'était un garçon, comme l'a dit Pierre, qui était libre. Libre, ça veut dire qu'il savait s'adapter, il savait prendre des initiatives,
Et même quand elles n'étaient pas très bonnes, il les rendait bonnes par cet appétit qu'ils avaient de jouer au rugby. Donc voilà. Mes amitiés à sa famille, mes condoléances. Ouais, et c'est vrai que cette polyvalence, toi, tu as terminé en 10, tu avais commencé en 10, mais ton premier poste c'était 9 ou comment s'était passé le... En fait, l'histoire, elle est... Quand mon père voulait pas donner le ballon aux 3/4 à La Rochelle, qui avait un temps un peu plus vieux et boueux, il me mettait à la mêlée, avec des consignes très strictes. Quand il voulait donner un peu d'air au rugby et qu'on se fasse 3 passes derrière, il me mettait à l'ouverture, avec des consignes aussi très strictes. Et donc j'étais dans le dur parce qu'on jouait le maintien et je peux te dire que c'était pas tout à fait rigolo justement de prendre quelques libertés. Et donc en arrivant à Toulouse, Fred avait des envies d'extérieur, de jouer plutôt à l'ouverture pour l'équipe de France et Guinoves m'a demandé de jouer à la mêlée. Je l'ai fait volontiers parce que j'étais très heureux de jouer tout court, donc je l'ai fait. C'est comme ça que j'ai eu mes sélections. Et en fin de carrière, on a eu des problèmes. Keller est arrivé à Toulouse et on avait des problèmes à l'ouverture. Et j'ai été voir Guinoves, là j'avais un peu plus d'expérience et je lui ai dit, écoute, remets-moi l'ouverture. Il a souri parce que j'étais léger, la défense, je sais pas trop quoi. Et à la sortie, en 2007-2008 et après, surtout cette année-là, à l'ouverture, on fait 2 finales, une finale du championnat gagnée, on perd de peu contre le Munster. Ouais. Mais c'est peut-être l'année où je me le suis plus régalé à l'ouverture parce que j'ai repris de la liberté, de l'espace et un peu plus de clairvoyance que le nez dans le guidon à la mêlée. Ouais, et donc ton dernier match de ta carrière, c'était en 10, finale contre Clermont en 2008 au Stade de France, on est d'accord? Ouais, ça c'était la dernière finale officielle, mais j'ai fini en 2010, il me semble. C'était David Scrella qui jouait et Keller. Moi j'étais sur le bord et pour la petite anecdote, Guy veut me faire rentrer au Stade de France contre Biarritz et j'avais pour l'idée d'être entraîneur. Voilà, il m'avait dit qu'il serait entraîneur l'année prochaine et je lui avais dit si j'étais entraîneur, je me ferais pas rentrer. J'avais un peu les adducteurs qui sifflaient et j'ai voulu profiter de ces moments au bord du terrain. En plus, Byron et David étaient vraiment en place sur le terrain, donc voilà, c'est sans regret. Mais en effet, l'ouverture sur la fin de carrière, ça m'a fait un bien fou. Voilà, ça a bien porté son nom, l'ouverture. Dans un instant, on va parler de Toulouse-Castres avec Jean-Baptiste Elissal, bien sûr notre consultant, avec vous, et puis aussi avec un invité, ancien des 2 clubs. Tiens, je laisse planer le mystère. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, Au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, 19h49 sur l'antenne de Sud Radio. On est ensemble, bien sûr, Jean-Baptiste Elissal est là, Cyprien Bétou, Quentin Cabanis, toute l'équipe. Et nos invités qui continuent, bien sûr, d'affluer sur notre antenne. Voilà. Et quels invités? Parce que ce soir, il y a un match important, Toulouse-Castres, voilà, qui a, on va dire, une importance encore plus forte depuis la défaite large des Toulousains la semaine dernière à Montpellier. Rémi Lermara est avec nous. Ancien, bien sûr, de l'UBB, c'est son dernier club, mais aussi qui est passé par Toulouse et également par le Castres Olympique. Rémi, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous en direct. Jean-Baptiste Elissal est là et c'est vrai que avant de parler rugby, quand même, on sait que tu es devenu un viticulteur, un vigneron, voilà, et que dans le Bordelais, a priori, les vendanges là, c'est en train de se terminer. T'en es où, toi? On est sur la fin, effectivement. Quelques raisins encore à récolter et puis on aura terminé ce beau millésime 2025. C'est vrai que c'est un beau millésime parce que les vignerons souvent nous disent que celui de l'année en cours est toujours mieux que celui de l'année N-1, quoi. Écoute, c'est le millésime du siècle, encore une fois. Donc, parle-nous quand même juste, voilà, en ouverture de ton domaine. C'est quoi le calendrier pour une récolte que tu fais en 25? C'est quoi? C'est le domaine du Grand Jour, c'est ça? Ouais, c'est ça, domaine Grand Jour, une petite propriété artisanale aux portes de Bordeaux, rive droite, et on travaille 7 cépages, et puis là, tu vois, on a ramassé 6 de nos 7 cépages, ça va dépendre un petit peu des maturités, mais on a une année très chaude et très sèche en Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait que voilà, on tarde pas trop à ramasser pour pas avoir des degrés d'alcool qui montent trop, quoi. Voilà, faible quantité mais grande qualité, c'est en résumé. Exactement. Bon, ben voilà, c'est pas mal, ça pourrait être une bonne accroche pour le match de ce soir. Mais là, il y a de la qualité partout entre Toulouse et Castres. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus de qualité que ce que j'en ai dans mes vignes. Et puis voilà, avec un début de championnat qui se veut très disputé, avec des petits accidents de parcours, on va dire ça comme ça, des 2 côtés. Donc voilà, 2 équipes et 2 formations qui ont, je pense, à cœur en prime time ce soir de faire belle figure et surtout un beau résultat.
Ouais, Jean-Baptiste, tiens, juste avant de parler de ce match ce soir, quand même, que t'inspire le parcours de Rémi, ou en tout cas son après-rugby? Eh ben, son après-rugby, ça me plaît parce que, je sais pas si tu le sais, Rémi, mais maintenant j'ai une petite brasserie que mon père m'a donnée. On y vend quelques bons flacons et on serait très heureux si tu voulais nous faire déguster et si on pouvait le mettre à notre carte, ça ferait plaisir de faire travailler les copains du rugby. Et voilà, et félicitations pour ta reconversion, mais je sais que t'as aimé ça depuis très longtemps et donc c'est super de pouvoir se réaliser dans une deuxième passion après sa carrière. C'est quelque chose de chouette pour toi, je suis content. C'est sympa, merci Jean-Marc. Bon, voilà, en tout cas, ça fait on va dire des débouchés du côté de La Rochelle. On prend une caisse, vu qu'on ça a été négocié en direct à l'antenne, on prend une caisse, voilà. Pour se mettre d'accord maintenant. Cyprien avec Rémi. Rémi, on sait que tu as été formé à Toulouse, c'est là-bas que tu as commencé, ensuite tu es passé par Castres. Quand vous alliez au Stade Toulousain, comme ce soir, les Castrés, quel était le discours, quelle était la semaine précédente? Je suppose que c'est des matchs attendus, c'est des semaines tendues, on y va pour faire un coup, on y va pour chicailler dans tous les rocks. C'était quoi un peu à l'époque l'état d'esprit? Quand j'ai connu le Castres Olympique année 2011-2012, effectivement, c'était un club qui jouait les années précédentes un petit peu le bas de tableau, qui arrivait toujours à se maintenir, et puis il y avait eu une nouvelle dynamique amenée par les deux Lolo, Toto et Lolo, Laurent Travers, Laurent Labitz, et le CO commençait à rejouer un petit peu la qualif. Et quand on préparait les semaines forcément face au Stade Toulousain, il y avait déjà cette notion de derby qui, peu importe l'adversaire, quand on a un derby, il y a une atmosphère particulière dans le club, dans la ville toute la semaine. Et puis ça a toujours été un petit peu le jeu à Castres de se dévaloriser un petit peu par rapport aux grands Toulousains et d'y aller un petit peu comme les petits face aux grands. Donc il y avait forcément un surplus d'excitation, d'engagement, de peut-être de conneries aussi pour aller essayer de défier l'ogre toulousain. Ouais. Et tiens, Jean-Baptiste, du côté de Toulouse. Voilà. Et de l'autre côté, j'allais vous le dire, Guy Novès qui disait attention, faut se méfier du grand Castres, avec ses grands joueurs, avec ses grands trucs. Nous, on a plein de blessés, on a des internationaux, ils sont fatigués. Et Guy maniait l'air aussi de nous remettre un peu, entre guillemets, à une place pas aussi haute que voulaient nous mettre les gens. Mais donc ça faisait écho des deux côtés, en fait. Hein. Castres nous voyait très très beau, Guy nous voyait très très mauvais, pour pas dire que Castres, enfin voilà. Donc c'était assez marrant, mais par contre on savait qu'il fallait se préparer avant de bien jouer au rugby, à surtout bien faire la guerre, parce que ça a toujours été compliqué face à cette équipe, parce qu'ils ont des valeurs extraordinaires et des valeurs propres à notre sport qui sont indéniables et qui sont obligatoires pour jouer à ce niveau-là. Donc et eux c'est vraiment les spécialistes des castes, comme on disait tout à l'heure, avec les Rory Cocotte et tout ça. Rémi, est-ce que ces valeurs-là, elles vont suffire ce soir face à un Toulouse un petit peu vexé quand même après sa défaite assez large à Montpellier? Non, je pense qu'aujourd'hui le niveau d'intensité actuel dans le championnat fait que la notion de derby et de surplus émotionnel ne passe plus. Avant tout, c'est quand même une extraordinaire équipe de rugby. Moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder jouer Castres, connu et réputé effectivement pour les valeurs dont tu parles, Jean-Baptiste, mais qui a su développer au fil des saisons aussi un autre registre, en essayant d'envoyer du jeu, en essayant d'aller toucher un petit peu les côtés. Donc voilà, je pense que pour surprendre Toulouse, bête un petit peu blessé ce soir, il faudra beaucoup plus que des casse-couilles comme tu disais, mais ça va être compliqué parce que en face Toulouse n'a pas à se racheter, mais je pense des choses à démontrer pour repartir un petit peu sur un meilleur pas. Ouais, effectivement. Tu vois, toi, une surprise castraise, Jean-Baptiste? Tu paries ta maison sur ça ou pas? Ta brasserie, tiens. Non plus, ni ma maison, ni pas grand-chose, parce que t'as pas grand-chose. Ouais, aussi. Parce que les Toulousains sont vexés. J'ai vu que Bail et Marchand étaient passés à la trapinette, même pas dans le groupe. Ils ont chargé un peu pour le reste. Je pense que Dorian Aldeguerri aurait pu aussi faire partie s'il y avait eu une réserve de piliers. Ça a brassé un petit
petit peu à l'entraînement, pour connaître le club. Je pense qu'ils n'ont pas du tout aimé leurs prestations. Ils n'ont même pas trop parlé de Castres. Ils sont plutôt concentrés sur eux. Donc je vois déjà Toulouse un peu favori, mais dans ces conditions-là, très hargneux. Et voilà. Mais si Castres arrive à les faire déjouer, les vieux démons peuvent revenir. Ils sont pas aussi dominateurs qu'ils l'ont été par le passé devant. Ils ont un banc de touche assez jeune. Si à la 60e ils sont là, et ça peut claquer des genoux en face. Donc voilà, je mettrai Toulouse devant, mais Castres peut arriver à les faire déjouer s'il se noie pas trop vite en début de match. Allez, Rémi, on te remercie d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de t'avoir sur l'antenne de Sud Radio. On te reverra et on t'aura bientôt sur une délocalisation qu'on fera du côté de Bordeaux, d'ailleurs, autour du vin et du rugby dans quelques jours à la mi-octobre, bien sûr. Et on te souhaite une bonne soirée, la fin des vendanges, bien sûr. Jean-Bas, on te retrouve demain sur Sud Radio, 18h, avec vous, bien sûr, les amateurs de rugby sur Sud Radio pour parler et revenir sur cette 4e journée. Merci, messieurs. Bonne soirée à suivre. Ciao tout le monde. Sport, avec champion, bien sûr, champion avec Frédéric Brindel à suivre. Et puis ensuite, on se retrouve à 21h. Alexandre Priam, toute l'équipe pour le match du soir, Toulouse-Castres.